Bonjour à tous et bonne année si vous êtes de retour comme de nombreux Français aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui sont sur le départ, qui se pressent déjà à l'aéroport direction Las Vegas, puisque d'ici la fin de la semaine ouvrira le CES, donc ce méga show mondial de l'innovation. Nous aurons l'un des entrepreneurs français qui s'apprête donc à faire ce grand voyage pour présenter son innovation dans le domaine des neurotechnologies dédiées à la maladie de Parkinson. Et puis, grand débat aujourd'hui à la une de Smartech autour de TikTok, alors que aux États-Unis, en tout cas, plusieurs voix politiques s'élèvent pour demander son interdiction pure et simple. Nous aurons donc le chercheur Serge Abitboul et maître Anne Cousin qui nous éclaireront sur ce débat. Et puis, deuxième partie, on parlera de ce numérique politique avec un bilan sur ce qui s'est passé en 2022, les leçons que l'on peut en tirer. Et on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Mais d'abord, donc, on part à la rencontre d'une neurotech dédiée à la maladie de Parkinson qui sera présente sur le CES de cette année. Bonjour à tous, meilleurs vœux si vous êtes sur le chemin du retour. Nous allons avoir une interview avec Jamid Dalali qui est lui à l'aéroport pour le départ direction Las Vegas. Il va présenter sa start-up sur place dans ce grand show mondial de l'innovation, une start-up dans les neurotechnologies. Bonjour, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Je sais que votre avion décolle bientôt, donc on se précipite pour vous avoir avant ce départ. Vous nous entendez bien ? Très bien. Bonjour Delphine, bonjour à tout le monde. Je vois que moi, je suis un peu ému de partir à Las Vegas, mais vous êtes encore plus ému que moi. Je m'appelle Jamshid Dalili. C'est pas très Absolument. facile à prononcer, mais aussi habitué. Il y a aucun problème, Delphine. Allez-y. Je vais essayer de le refaire très bien tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre correction. Alors, juste, je vais raconter un peu votre parcours parce que c'est intéressant pour comprendre un peu le cheminement qui vous a mené à cette création de start-up. Donc, vous avez mené des études brillantes, a priori. En tout cas, vous êtes passé par le lycée Louis-le-Grand, Polytechnique, docteur en physique en 1985, et puis avec une carrière managériale dans des grands groupes, ensuite patron de PME. Vous fondez la 3W Academy en 2012, qui est une start-up qui permettait de former les codeurs dont on a énormément besoin dans cet écosystème tech. Mais en 2018, eh bien, on vous diagnostique la maladie de Parkinson. Et là, donc, changement de direction radical. Vous cédez votre start-up 3W Academy et vous en créez une autre, Diampark, dont on va parler aujourd'hui, qui se focalise, elle, sur l'aide aux patients et aussi à la recherche et au développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour la maladie de Parkinson. Parkinson, ça touche combien de personnes en France ? En France, ça touche 200 000 personnes, mais dans le monde, c'est 50 fois plus. Ça touche 10 millions de personnes. Et les statistiques, les prévisions disent qu'on sera de 15 millions en 2030. Et l'âge moyen de la détection de cette maladie de Parkinson, parce que vous aviez autour de 57 ans, si j'ai fait les calculs correctement. Exactement, c'est l'âge moyen. L'âge moyen de diagnostic est de 58 ans. Et alors, on prévoit une augmentation d'environ 65% de Parkinson dans les années à venir d'ici à 2030, entre 2010 et 2030. Comment vous expliquez déjà ce phénomène ? Aujourd'hui, c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et dans le monde, derrière la maladie d'Alzheimer. Donc, ces maladies neurodégénératives progressent au rythme du vieillissement des populations dans les pays développés comme dans les pays qui nous rattrapent en termes de développement économique et en termes d'industrialisation. Mais on pense qu'il y a un deuxième phénomène en jeu, qui est l'utilisation de certains insecticides à l'époque où il y a 20 ou 30 ans, qui sont peut-être plus interdits depuis, mais qui ont impacté la population qui arrive à 60 ans aujourd'hui. On va prochainement lancer une étude dans ce sens-là. C'est totalement en marge de mon activité sur Diampark, mais ça fait partie de notre contribution sociétale que de bien caractériser la maladie de Parkinson. Quant aux symptômes de la maladie de Parkinson, parce qu'on en a quelques images, mais on ne la connaît pas forcément très bien. Malheureusement, vous en avez quelques images à l'instant. Le premier des symptômes visibles, en tout cas pour tout le monde, c'est le tremblement, aussi bien du corps que des mains. Et dans mon cas, chez pas mal de personnes également, c'est aussi une altération de la voix lorsqu'on est off, c'est-à-dire lorsque les médicaments
habituellement prescrits ne font beaucoup moins effet. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer les symptômes. On sait les voir, mais voir, c'est pas la même chose que mesurer scientifiquement. Et on a besoin de mesurer pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre au point des médicaments. Il faut savoir mesurer les symptômes. Et ça a été vraiment le point sur lequel je me suis spécialisé depuis 4 ans. Alors là, ce que vous allez présenter à Las Vegas, c'est une application DigiPark. Quelles sont ses fonctionnalités et puis aussi comment elle fonctionne justement? La première des fonctionnalités, c'est de quantifier exactement les symptômes de la maladie de Parkinson. Quand chez un patient, on a intégré ça dans une application sur smartphone et sur téléphone, sur montre connectée. Et l'application s'appelle Digipar. Et c'est disponible sur les stores Google et Apple. Vous cherchez Digipar ou vous cherchez Diampar, vous trouverez l'application. Et donc, ça utilise la technologie et les brevets qu'on a déposés sur la mesure de la maladie de Parkinson. C'est ça qui fait de nous une entreprise high-tech, une neurotech. Et après, cette application elle est destinée au plus grand nombre pour accompagner les patients du Parkinson, pour les aider à vivre au quotidien, parce que malheureusement, 10 millions de personnes vivent comme moi. Prendre ces médicaments, regarder ce qui se passe, faire des exercices de réhabilitation, dialoguer avec l'équipe soignante. Et Et cette application, elle permet en même temps, à l'occasion des essais cliniques, de mesurer l'efficacité d'un médicament en vie réelle. donc là, c'est un dispositif médical, il a ce statut. Il est utile, vous nous l'avez expliqué, à la vie des patients. Il est également utilisé par les médecins, par le corps médical. Alors, il est utilisé dans le cas des patients comme outil de dialogue entre le patient et le médecin. Effectivement, le patient, il va voir typiquement son neurologue tous les 6 mois. Et quand il y va, aujourd'hui, il a 20 minutes pour dire, bah, ça allait à peu près bien. Ah bah, ça va un peu moins bien qu'avant, donnez-moi plus de médicaments. Mais nous allons changer cette donne, je l'espère. C'est-à-dire que le, le patient peut partager très facilement à travers l'application son rapport médical des 6 derniers mois. Et le médecin, de cette manière, il a une vision totalement objectivée de la situation du patient, de ses prises de médicaments, de l'effet des médicaments sur les symptômes sur les 6 derniers mois. Et c'est ça qui doit améliorer le sort du patient et la relation entre le médecin et le patient. Alors vous présentez aussi à Las Vegas une smartwatch, enfin en tout cas une montre connectée qui embarquera directement l'application. Exactement. L'avantage de la montre, c'est qu'on mesure en temps réel et en continu. Et donc, c'est pas très ergonomique, mais ça n'a pas d'importance. Vous lancez l'application et vous n'y touchez plus de toute l'année. Et c'est parfaitement complémentaire du téléphone où l'interaction est très ergonomique et où la mesure serait discontinue. Alors, on attend beaucoup quand même des neurotechnologies, des neurosciences, mais ça génère également beaucoup de fantasmes. On pense par exemple au projet d'Elon Musk, Neuralink. Il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui en matière de stimulation pour la maladie de Parkinson. Est-ce que vous travaillez également sur ce type de thérapie? Absolument. Alors, nous allons participer à un essai clinique où des patients vont être neurostimulés, ça s'appelle la Deep Brain Stimulation ou la stimulation cérébrale profonde. Et ces patients seront suivis avec Digipar avant et après l'opération. Avant l'opération, c'est pour caractériser les meilleurs candidats à l'opération. Et après l'opération, c'est pour évaluer l'impact de l'opération de Brain Stimulation sur justement les symptômes du patient. Ça se faisait déjà, mais ça se faisait de manière, on va dire, manuelle. Maintenant, ça va être totalement automatisé grâce à Digipar. Donc, on va pouvoir passer à l'échelle mondiale. Et alors là, vous disiez que vous étiez ému de partir à Las Vegas sur ce CES, hein. C'est vraiment le méga salon, le grand rendez-vous mondial. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que l'objectif pour vous, c'est d'aller séduire des investisseurs américains, vous lancer sur ce marché également? Entre autres, oui. Ben, si vous voulez, en France, je le disais, il y a 200 000 patients. Ça fait que le 50e de la population mondiale. Aux États-Unis, il y a 1 million de patients. Ça fait déjà
5 fois plus. C'est un marché plus grand. C'est un marché unifié comme c'est le marché européen déjà. Donc nous sommes certifiés avec le dispositif médical, la réglementation européenne. On va solliciter aussi l'homologation FDA pour accéder à tout le marché américain où c'est plus facile de se financer, me dit-on. Je vous dirai à mon retour si c'est vrai. Ah bah super, on veut bien avoir votre retour après ce salon de Las Vegas avec grand plaisir. Je vais vous laisser partir prendre votre avion. On vous souhaite vraiment un très bon salon, un très bon CES 2023. Merci beaucoup. Jamshid Dalili, n'est-ce pas, de Diam Park. Mais merci Delphine. Merci. Merci, je vous souhaite une excellente journée à vous aussi. Au revoir. Merci, bon voyage. Allez, c'est parti dans Smart Tech pour notre Tech Talk. On va parler de interdire TikTok. Est-ce que c'est une drôle d'idée ou faut-il la prendre absolument au sérieux ? Aux États-Unis, des voix politiques s'élèvent pour demander l'interdiction de TikTok, cette application chinoise qui appartient à ByteDance. Des responsables politiques dénoncent la collecte de données personnelles abusive qui servira à de l'espionnage pour Pékin, dénoncent aussi l'addiction à cette application, de la propagande qui pourrait s'y jouer, la propagande chinoise évidemment. Et donc le 27 décembre, en tout cas, on a le Sénat américain qui a approuvé l'interdiction du réseau social sur les téléphones gouvernementaux. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à interdire TikTok aux États-Unis? Est-ce que c'est une drôle d'idée? Est-ce qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux? Pour en parler aujourd'hui, Maître Anne Cousin, bonjour, avocate associée au cabinet Herald. Vous intervenez en droit des nouvelles technologies, de l'Internet et des médias. D'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. C'est votre grand retour aujourd'hui au travail. Merci d'être passé par Smart Tech avant. Avec vous également, Serge Abitboul, membre du collège de l'ARCEP. Vous êtes chercheur en informatique à l'INRIA et l'ENS Paris. Vous avez publié en septembre 2022 « Nous sommes les réseaux sociaux » que vous avez écrit avec Jean Catan aux éditions Odile Jacob. Et puis on peut vous lire aussi très régulièrement sur lemonde.fr à travers votre blog binaire. Meilleurs vœux également, évidemment. Abitboul, je suis tellement contente de vous avoir avec moi en plateau. Ça fait des mois que j'attends ce moment et on va pouvoir parler donc de ce sujet qui fait polémique autour de TikTok et de son interdiction. Déjà, une première question pour l'avocate. Quand on évoque cette interdiction, est-ce que juridiquement ça tient la route? Est-ce que c'est possible de décider d'interdire TikTok? Alors, il faut s'entendre sur le mot interdire. Est-ce que interdire, ça voudrait dire interdire en France TikTok? Alors là, il faut être très très prudent parce que interdire un moyen de communication comme un réseau social, c'est probablement très difficile, voire impossible. On a des exemples aujourd'hui, par exemple l'Arcom, on sait, se casse les dents sur cette question-là, alors qu'elle dispose d'un texte légal qui lui permettrait de demander l'interdiction de certains sites pornographiques qui ne limitent pas leur accès aux mineurs. Et aujourd'hui, la procédure engagée ne lui a pas permis. Donc on a toute une série d'obstacles juridiques dès qu'il s'agit de limiter l'accès à un moyen de communication. D'un autre côté, on a vu aussi qu'avec le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, on a pu interdire l'accès, en tout cas, à certains médias russes. Oui, sauf qu'avec un VPN, vous avez accès aux 10 médias. Donc la question juridique, une fois qu'elle est résolue, par un texte ou une disposition qui le permettrait, la question technique se pose pleinement et on le voit justement dans cet exemple. Donc, est-ce qu'il faut aller vers là? La question, est-ce que l'interdiction est une solution? Est-ce que c'est pas purement politique et démagogue? Moi, je me pose la question. Pour moi, il y a d'autres voies que l'interdiction et par principe, le juriste ou l'avocat, il a un peu de mal avec l'interdiction d'un moyen de communication, même si des abus sont commis. Voilà. Bon. Et puis les technophiles aussi ont un peu de mal avec cette idée, je vous l'avoue. Serge Abitboul, est-ce que TikTok, là, c'est devenu la cible principale, mais finalement, TikTok, est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre réseau social? Je ne comprendrais pas pourquoi. C'est un réseau social un peu comme un autre. Alors, il y a des particularités qui font que c'est hyper populaire, 2 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les jeunes, surtout, les gosses, l'adoptent de façon massive. Est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre? Je ne vois pas ce que ça a d'autre. On retrouve du harcèlement chez TikTok comme on retrouve chez Facebook ou Insta. On retrouve de la pédopornographie. Les risques sont à peu près les mêmes. Ils font de la modération avec plus ou moins de succès comme les autres. C'est pas véritablement on ne voit pas quelque chose de différenciant.
peut-être que... Est-ce que par exemple, excusez-moi justement d'intervenir là, parce que les réseaux sociaux sont tous a priori faits pour être addictifs. Sur la collecte des données personnelles, je ne suis pas sûre qu'ils soient exemplaires, les concurrents de TikTok. Pourquoi pas penser à l'interdiction de Facebook, si je vais même plus loin, puisqu'on a le scandale Cambridge Analytica derrière nous, on a les révélations de Frances Haugen sur sa dangerosité. Pourquoi cette question de TikTok et pas de Facebook? Alors c'est véritablement une question c'est une question politique, c'est-à-dire que ce dont on a peur, c'est que des données de ces réseaux sociaux terminent dans les mains d'un gouvernement. On a vu que ça s'est passé avec les États-Unis, avec des lois américaines d'extraterritorialité qui leur permettent d'obtenir ces informations. Les mêmes lois existent en Chine, donc on pourrait évidemment avoir le même problème pour la Chine. Alors la différence qu'on peut avoir entre Facebook et TikTok, c'est que TikTok appartient à la Chine, ce qui n'est pas un pays particulièrement ami, alors que Facebook et Insta appartiennent aux États-Unis. Et donc on se dit que finalement, quitte à se faire pirater nos données personnelles, on aimerait autant que ce soit par des copains. Mais je ne vois pas d'autre différence. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux garantissent suffisamment la protection des données personnelles des utilisateurs? Probablement pas. En fait, on n'en sait rien en réalité, puisqu'on découvre scandale après scandale ou affaire après affaire que les données ne sont pas protégées au sens où on l'entend dans le langage courant. Mais moi, je partage parfaitement votre position. C'est parce qu'il s'agit de Chinois que la question se pose en des termes un petit peu nouveaux. Mais de toute façon, il faut être extrêmement vigilant sur cette question-là. D'abord, on n'en sait pas suffisamment. On découvre, comme je disais, au fur et à mesure. Et bien sûr que les exigences du RGPD sont extrêmement strictes et qu'elles sont, on peut penser, insuffisamment respectées. Mais est-ce que c'est ce que j'allais vous dire? On a un règlement en Europe pour protéger nos données. Absolument, mais encore faut-il le respecter. Et puis, il est sujet à interprétation. Et puis, voilà. Donc, c'est probablement pas le texte le plus facile à respecter, et c'est probablement un des plus complexes, des plus tatillons, des plus protecteurs. Et comme ces réseaux sociaux, ces plateformes vivent des données qu'elles collectent, qu'elles utilisent, il y a un problème de fond, ça c'est sûr. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que, parce qu'on parle du risque TikTok, parce qu'il est détenu par une entreprise chinoise. Certes, mais il y a quand même eu déjà des premières négociations aux États-Unis pour imposer que toutes les données des Américains soient stockées aux États-Unis par un opérateur américain, en l'occurrence Oracle. Et alors, visiblement, ça ne suffit pas, ça. Alors, l'idée qu'on demande, enfin, que la Commission européenne, sur lesquelles la Commission européenne voudrait arriver, c'est que les données des utilisateurs européens soient stockées en Europe. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même intéressant de noter que pour les Américains, le fait que ces données soient stockées aux États-Unis, ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffirait à nous, en Europe? C'est vraiment une question politique. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on a confiance ou pas dans un État comme les États-Unis, comme un État comme la Chine. Après, c'est de la stratégie politique. C'est de la géopolitique. C'est pas du tout de la technique. Donc moi, mes limites sont quand même assez vite atteintes. Tout ce que je sais, c'est que par exemple, TikTok a promis que pour les utilisateurs européens, les données seront stockées en Europe. Est-ce que ça va suffire aux politiques? J'en sais rien. Je sais pas. Ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez parlé du RGPD. On a maintenant le DSA et le DMA. On commence à avoir une batterie de lois en Europe qui sont beaucoup plus protectrices que ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc on peut déjà être un peu plus tranquillisé. C'est-à-dire que déjà, si on arrive à faire respecter ces lois, et c'est pas facile, comme vous l'avez dit, on aurait déjà avancé. Alors après, jusqu'où on veut aller plus loin, moi je ne sais pas. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que TikTok n'a pas du tout le même fonctionnement en Chine et dans le reste du monde. Donc en Chine, par exemple, il est beaucoup plus protecteur des enfants. Il limite leur temps d'utilisation, il encourage les contenus culturels et les contenus de connaissances. En Europe, c'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Le TikTok hors Chine est
beaucoup moins protecteur des enfants. Mais d'une certaine façon, c'est parce que TikTok suit les lois chinoises quand il est en Chine et les lois européennes et américaines quand il est ailleurs. Mais d'ailleurs, vous nous parliez du plaisir que les jeunes ont à aller sur TikTok. Qu'est-ce qui rend TikTok si addictif ? Alors c'est beaucoup de vidéos, c'est des contenus extrêmement, des contenus courts et des contenus de vidéos. Il y a un style aussi, alors moi j'ai peut-être plus l'âge pour le sentir, mais un style beaucoup plus libre que dans les prédécesseurs. Chez Insta, on se met en scène, on joue un rôle. Alors que TikTok, apparemment, c'est quelque chose de plus naturel. Les gens sont plus eux-mêmes. Et donc, ça s'appelait aux jeunes. C'est aussi une façon de se différencier des plus grands qui maintenant sont sur Insta. Donc, il faut qu'ils aient un truc un peu particulier. On a quand même le député américain Matt Gallagher qui en parle comme d'un opioïde. Est-ce que c'est pas aller un peu loin, là ? Carrément. Ouais, on est d'accord. En attendant, je disais, on a quand même le Sénat américain qui a interdit TikTok, enfin qui a autorisé d'interdire TikTok sur certains téléphones, les téléphones gouvernementaux. Ça favoriserait l'espionnage, TikTok. Est-ce que ça aussi, on a des éléments aujourd'hui pour l'attester ? Alors, moi, je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, si on le savait, on réglerait la question. Le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Mais nous avons effectivement des outils. On parlait du RGPD. Ou le DSA. Voilà. Donc on a eu un débat hier en plateau sur le Digital Services Act. Est-ce que ça va permettre justement d'apporter davantage de transparence sur l'utilisation des données ? C'est le but. Et effectivement, c'est un texte qui innove énormément. Pas tellement sur la responsabilité, parce que là, on a des outils qui sont bien, qui ont fait leurs preuves et on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais sur les obligations des plateformes. Et effectivement, le DSA innove, notamment à l'égard des très grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Donc, ceux-là ont des obligations accrues de transparence sur leur fonctionnement, et notamment leur modération, mais aussi, et ce qui est très important, sur les risques systémiques dont ils sont l'occasion. Et c'est par ce moyen-là qu'on devrait apprendre davantage sur qui utilise TikTok et d'autres parce que c'est le problème quand même, diffuser de fausses informations, des informations clivantes, pourquoi tel et tel contenu est poussé plus qu'un autre, etc. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement et aussi innovation, me semble-t-il, très importante qui n'a pas encore donné tout son sel, c'est que les données en question, les données de connaissances sur leur fonctionnement seront mises à la disposition des chercheurs. C'est une obligation. Et donc, on attend beaucoup des chercheurs, au sens large, pour qu'ils nous disent comment ça marche. Et quand l'information est la première chose à maîtriser pour avancer. Donc, quand on saura comment ça marche, probablement... Alors, on a un chercheur en plateau. Alors, vous allez pouvoir travailler sur ces algorithmes, vérifier leur transparence, mais c'est pas un travail si évident, ça, à mener. Alors, c'est un travail extrêmement compliqué, mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on se passe, c'est on l'étudie en boîte noire. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus compliqué que si le DSA est véritablement appliqué, où on aura accès aux algorithmes éventuellement, s'il y a des problèmes, et puis accès éventuellement aux données. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut bien se douter que ces entreprises vont tout faire, et ils ont des pouvoirs juridiques énormes pour ralentir et pour empêcher. Et il y a besoin d'une montée en compétence aussi des chercheurs, des autorités de régulation européennes, pour arriver à comprendre ce qui se passe dedans. Mais normalement, on devrait casser un peu l'opacité. Et encore une fois, comme je dis, quand on peut rentrer et regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple que quand on essaie de voir ça en boîte noire, où on découvre des choses. On sait plein de choses sur ce qui se passe dans ces algorithmes. Quand même, c'est pas... Oui. On a montré des biais, on a montré comment se propager les fake news, les messages de haine. Tout ça. On commence à comprendre un peu comment ça marche. Quand on le fera de l'intérieur, on le fera plus facilement. Surtout, ce qu'il faut comprendre, je finirai là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose de statique. Ils passent leur temps à changer leurs algorithmes. Ils passent leur temps à modifier leurs paramètres. Et donc, vous étudiez aussi un modèle qui est dynamique et qui change en permanence. Il y a très longtemps, au début de Facebook, j'avais une étudiante qui a étudié les mécanismes de sécurité et de protection des données chez Facebook. Pendant la durée de son master, c'est-à-dire 5 mois, ça a changé 3 fois. Oui.
C'est pas facile, hein, c'est Ouais. pas facile à étudier. Alors, la réponse adaptée, donc selon vous, c'est davantage de régulation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Europe Alors, pour mieux se moi, protéger des risques des réseaux sociaux. tout à fait. La réponse adaptée, c'est probablement pas l'interdiction. Oui. Hein, pour toutes les raisons qu'on a dites. La réponse adaptée, c'est probablement le contrôle et la sanction. Il ne faut pas oublier le volet sanction quand même. Hein. Et dans le DSA, on a une possibilité de sanction jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas exactement rien. Surtout si les sanctions sont effectivement prononcées dans des montants suffisants et qu'elles sont dans leur respect est vérifié, si vous voulez. Une sanction à quelques centaines de milliers d'euros, c'est probablement pas suffisant. C'est un avertissement, mais si elles sont à la hauteur des enjeux et surtout des manquements, hein, parce que c'est quand même le propre des sanctions, et qu'elles sont effectivement appliquées, Après, il faut avoir les moyens de réaliser ces contrôles. Hein. Serge Abitboul a parlé du problème aussi de monter en compétences, mais c'est aussi des budgets. C'est des budgets, oui. Mais alors, grâce à ces deux textes, DSA et DMA, on a la chance d'avoir des budgets européens. Donc, l'Europe a fait quelque chose d'extraordinaire, là, pour se rassembler sur un texte, deux textes uniques. Et je pense qu'ils sont là. Là, aujourd'hui, on a les outils pour se battre. Alors, il y a une autre réponse adaptée que vous avez proposée. D'ailleurs, quand Elon Musk a pris le pouvoir de Twitter, vous lui avez dit, finalement, donnez entièrement les clés du réseau social à vos utilisateurs. Oui, mais ça, c'était un peu une boutade pour répondre au fait que Elon Musk n'arrête pas de se présenter comme le roi des libertés. C'est le défenseur ultime des libertés. C'est aussi la liberté de se faire agresser quand on va sur son réseau. C'est cette liberté aussi. Mais c'est la liberté de dire à peu près n'importe quoi, en particulier d'agresser les autres. Donc, avec Jean Catan, on a voulu un peu essayer ironiquement de le prendre au mot en disant si vous voulez libérer véritablement les choses, il y a des moyens de le faire. Et donc, on a proposé un certain nombre de pistes, donc de donner plus de moyens aux membres du réseau pour faire de la modération, pour donner leur avis. Et même d'ouvrir le code. Alors, d'ouvrir le code, c'est aussi quelque chose sur lequel, à mon avis, on sera un jour de plus en plus amené à aller. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, en particulier, vous parliez des systémiques les plus importants, ils commencent à prendre une place considérable dans nos sociétés. Ils commencent à définir d'une certaine façon notre société, puisqu'ils définissent ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire sur la place publique ou même dans ses rapports avec ses amis. Donc quand ça prend une importance aussi considérable, ça ne peut pas rester opaque, ça ne peut pas rester des choses qui sont contrôlées par un conseil d'administration. Ça doit devenir d'une certaine façon, alors je mets beaucoup de guillemets, mais public, dans le sens ça doit devenir, alors je préfère plutôt le terme commun, ça doit devenir des communs qui sont partagés par la population, qui sont discutés sur la place publique, des règles de modération qui sont en ce moment prises par une ou deux personnes, c'est totalement inadmissible, quoi. C'est pas acceptable pour une démocratie que le discours public soit défini par une ou deux personnes. On pourrait peut-être imaginer que les gouvernements, donc, plutôt que d'interdire, régulent davantage, peut-être exigent d'ouvrir les codes. Il y a une autre option qui est envisagée aussi aux États-Unis, en tout cas, c'est de revendre TikTok à une entreprise américaine. Ça, ce serait possible juridiquement ? D'ordonner la revente de TikTok, Ouais. Je ne pense pas. Je suis pas spécialiste de droit américain, mais ça m'étonnerait. Non, ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, on a un volet de réponse au niveau européen qui est la régulation. Et a priori, pour l'instant, la question ne se pose pas de l'interdiction du réseau social ici. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur cette question. Maître Anne Cousin et Serge Abitboul de l'ARCEP étaient avec nous donc pour parler de l'interdiction envisagée, en tout cas politiquement, aux États-Unis. On se retrouve juste après la pause. On va retrouver Tariq Krim qui va nous dresser un bilan de 2022, un bilan quand même rapide mais efficace. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, des technologies, du numérique et du numérique politique également avec Tariq Krim qui vient régulièrement dans Smart Tech partager ses points de vue. Bonjour Tariq. Bonjour. Très bonne année d'abord, meilleurs vœux. Également. En espérant que tout ce qu'on a souhaité en 2022 puisse se réaliser en 2023. C'est ce qu'on va voir, effectivement. Alors, on a gardé avec nous en plateau Serge Abitboul, membre de l'ARCEP. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Alors, quelles sont ces leçons, justement, Tariq, que vous tirez de 2022 ? Il y a
il y a énormément de choses qui se sont passées en 2022, mais il y a 3 leçons particulières qui me semblaient intéressantes. La première, c'est, on l'a vu en 2022 avec la crise de l'énergie, c'est que l'énergie est une denrée essentielle pour la technologie. On a réussi en France à avoir une industrie numérique plutôt pas mauvaise avec des data centers, donc on sait construire des data centers, on a le logiciel, on sait plus ou moins bien le faire, on sait importer des puces, mais soudain il y avait cet impondérable, cette chose nouvelle qui est apparue, c'est que le coût de l'énergie est devenu plus intéressant aux États-Unis qu'en Europe, avec évidemment la guerre en Ukraine. Et donc, soudain, on s'est rendu compte que si on ne maîtrise pas ces questions énergétiques, c'est aussi une partie du numérique qui va être... C'est-à-dire que la question de la souveraineté qu'on adressait à travers le cloud, les data centers, elle va jusqu'à la question de la souveraineté sur l'énergie. Absolument. Et le paradoxe, c'est qu'on avait construit la France pour être souveraine énergétiquement. Et c'est aujourd'hui là où le bas blesse. On le voit, on dit que ça affecterait entre 10 à 20% du prix, donc c'est pas, c'est un vrai sujet. Et puis surtout, aujourd'hui, au-delà de la question du prix, il y a la question de savoir quelle est la stabilité du prix de l'énergie, combien va-t-on payer en 2023, 2024. Personne ne le sait vraiment. Il n'y a que les GAFAM qui ont ce qu'on appelle un ruban énergétique, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le prix d'énergie garanti sur plusieurs années, ça leur donne un avantage. Mais c'est vrai que ça va être un des vrais sujets. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de la question de la souveraineté numérique, on parle souvent du logiciel, on parle du cloud, on parle des entreprises, mais la question de l'énergie redevient une question centrale. Et puis ça repose la question des biens essentiels, puisque finalement on s'est aperçu que les opérateurs, les télécoms en l'occurrence, n'étaient pas considérés comme un bien essentiel, puisqu'on pouvait subir des coupures. En tout cas, peut-être pas dans tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai que ça repose cette question. Puis ça pose une question assez essentielle aussi, c'est que la France n'a jamais été pensée pour être un pays où on coupe le courant. Ouais. Ça peut être le cas dans d'autres continents, mais donc rien n'est pensé. Si on coupe le courant, je crois que les bornes 4G durent entre 20 et 30 minutes, les câbles de fibre, les interconnexions de câbles n'ont pas suffisamment d'énergie. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais pensé nos infrastructures pour des problèmes de ce type, et c'est heureusement quelque chose qui ne nous est pas arrivé, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et oui, beaucoup de questions sur cette transformation numérique du coup qui a été accélérée et qui là se retrouve donc face à cette question du coût de l'énergie. Deuxième leçon de 2022 dont vous m'avez parlé en préparation de cette émission, c'était le rôle des puces aussi dans notre économie. Absolument. Bon, on s'en est rendu compte durant la crise du Covid. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'acteurs européens ont décidé avec le Covid de laisser les commandes et de dire on reprendra des puces plus tard. Et en fait, ils se sont retrouvés en bas de la pile et depuis, ils essayent de remonter. C'est difficile. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'avec ce qui se passe en Chine, donc l'après-Covid qui est plutôt tumultueux, avec, comme on l'a vu, une augmentation des cas, des problèmes de reprise, ce qui a été au départ pensé comme une stratégie où on va se remettre, notamment au Vietnam, en Inde, construire de nouvelles usines. En fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que les États-Unis veulent se réinstaller aux États-Unis avec des usines de puces. Ils sont prêts à mettre énormément d'argent. Et c'est vrai que nous, en Europe, là-dessus, pour l'instant, on a la volonté, mais il n'y a pas forcément les budgets. Il y a le CHIP Act quand même. Absolument. Le CHIP Act est quelque chose assez important. L'investissement d'Intel aussi en Europe. Absolument. Mais il y a... Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, Taïwan était la zone sur laquelle on va construire les puces de dernière génération. Mais il y a une volonté américaine très forte pour réimporter ce savoir. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Ça, c'est une des questions ouvertes. Est-ce que la Chine sera capable aussi de construire ses propres puces? Il semblerait qu'elle n'est pas très loin. On parlait de Huawei il y a quelques années, qui était tout en bas parce qu'ils avaient été bloqués par les États-Unis, qui sont aujourd'hui redevenus un des leaders de la technologie. Donc il y a énormément de questions qui vont se poser autour de la géopolitique des puces. Et encore une fois, il faut regarder du côté des États-Unis là pour en tirer des leçons finalement. C'est eux qui ont sonné le top départ de cette stratégie. C'est très volontaire parce que d'une certaine manière, les puces sont directement et indirectement la clé pour la croissance américaine. Vous avez un problème géopolitique à Taïwan et à partir de là, il y a une partie de l'économie américaine qui s'écroule, notamment les acteurs technologiques qui sont un peu les leaders de la bourse américaine. Donc évidemment, c'est un problème qui est pris très au sérieux et c'est un problème qui est aussi pris au sérieux en Europe. Mais les moyens qui sont mis en œuvre et la capacité de l'ambition n'est pas pour l'instant la même.
Alors, troisième leçon, c'est autour de l'intelligence artificielle. La dernière fois qu'on s'est vu en 2022, vous nous aviez parlé de votre expérience avec ChatGPT. Absolument. Bon, on a eu un bond en avant, donc, qui a été fait. Un bond en avant ou un singe savant, on sait pas, ça reste toujours à débattre. Ce qui est certain, c'est que c'était Asimov qui disait que quand la technologie n'est pas distinguable de la magie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère de l'IA où ces choses fascinent énormément. Mais derrière ça, il y a aussi des questions politiques, économiques et puis même culturelles importantes. C'est de savoir pour qui ces IA fonctionnent, c'est-à-dire comment elles sont entraînées. Ça, c'est une vraie question. On n'a toujours pas véritablement de compréhension. On en avait parlé quand on tape certains argumentaires. Les réponses de GPT-Chat sont plutôt des réponses qui sont proches du département d'État américain ou d'une vision plutôt consensuelle. Quand vous tapez démocratie sur Dali, vous voyez des gens en train de jeter des cocktails Molotov. Donc il y a toute une question autour de l'apprentissage en intelligence artificielle qui va être essentielle et qui elle-même devient aussi politique. Puis il y a aussi la question de savoir qui maîtrise, qui développe ces technologies. Est-ce que ce modèle va être un modèle de cloud? Ça veut dire qu'en gros, on tape des queries sur son ordinateur et puis ça se passe quelque part ailleurs. Et combien ça va coûter? Enfin, il y a énormément de questions qui sont en suspens et c'est vrai que 2023 va nous offrir une partie des réponses. Quel est votre regard sur ce bond en avant là, avec OpenAI sur l'intelligence artificielle en langage naturel? C'est mélangé parce qu'en même temps, c'est hyper bluffant. C'est quand on joue avec, on regarde, on dit waouh. En fait, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est un peu des singes savants. C'est-à-dire qu'il a répété, il a un peu mélangé plusieurs textes, etc. Il dit des bêtises des fois. Donc, je pense que l'intelligence artificielle progresse comme elle a progressé depuis 50 ans. Et donc, c'est normal, c'est une étape. À chaque fois, on est un peu surpris par cette étape, comme on a été surpris quand il y a eu des reconnaissances d'images complètement bluffantes sur les tumeurs ou des trucs comme ça. Ouais. Moi, je pense quand même que ça repose, et je vais reprendre le mot de Tariq sur le côté magique. Ce que ça repose, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça soit pris comme de la magie. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable que toute la population comprenne ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je retombe un peu sur un truc que j'arrête pas de répéter avec beaucoup de gens depuis des années. Il y a vraiment besoin d'une formation intense à l'informatique, notamment l'intelligence artificielle. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils maîtrisent, parce que ça va entrer. Le chat GPT va être utilisé dans les entreprises. Il y a déjà des entreprises qui l'utilisent, parce que vous écrivez un rapport avec ça, c'est quand même beaucoup plus facile que si vous êtes obligé de le taper. Mais d'un autre côté, vous maîtrisez beaucoup moins vos outils et vous perdez une certaine proximité avec votre métier. Et ça, c'est absolument critique. Il faut absolument que toute la population monte en compétence sur ces sujets-là, et ça fait 20 ans qu'on le dit. Alors là, le fait que quand même on soit avec un outil ouvert, ça permet justement de se l'approprier, on peut jouer avec, on peut l'aider à grandir, à s'améliorer. On participe quand même au progrès de cette IA. C'est pas si ouvert que ça. On sait pas exactement avec quoi ça a été entraîné, donc c'est pas si ouvert que ça. Ça pose énormément de questions qui sont posées justement sur la question des modèles. Et puis ce qui est fascinant en fait avec GPT-Chat et DALL-E, c'est que pendant des années, il y a eu des partisans de l'IA qui disaient vous allez voir, ça va tout changer. Et puis finalement, comme toutes les technologies d'ailleurs, ça s'est stabilisé et on a des changements incrémentaux. Et depuis l'arrivée de GPT-Chat, tous ces gens qui étaient un peu les enthousiastes déçus il y a une dizaine d'années, qui nous expliquaient comment le monde allait changer, sont en fait en train de revenir doucement. On reprend des couleurs. Voilà, ça y est. Mais effectivement, une des questions importantes, c'est combien ça coûte, parce que ça coûte très très cher de faire tourner ces services. Qui peut les faire tourner, puisque les puces ne sont pas accessibles à tout le monde. Et puis surtout, comment entraîne-t-on ces intelligences artificielles à partir de quel contenu? Et donc, il y a une véritable question qui se pose, c'est est-ce que la technologie artificielle, la technologie de type GPT-Chat est neutre? La réponse, évidemment, est non. Et l'enjeu culturel derrière ces IA? Une forme d'encerclement idéologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est que un peu comme à un moment donné, le cinéma américain ou dans la science-fiction, on nous a projeté dans une espèce de vision qu'on a absolument voulu répliquer, et dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle va être très difficile. Non, on ne va pas aller tout de suite sur Mars. Non, il n'y a pas forcément d'intérêt immédiat à le faire. Mais bon, ça fait partie de cette idée que la technologie va
va changer le monde, qu'on va faciliter le monde, alors qu'en fait, on entre dans un monde qui est beaucoup plus complexe, à mon avis, où les gens sont de moins en moins d'accord. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui va les remettre d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Tariq Krim de codesouverain.fr. À suivre notre chronique Où va le web? Alors, c'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles dans le métavers. Eh bien, on découvre là une première tour résidentielle. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la première tour résidentielle du métavers. Elle est là, regardez. Ce projet immobilier, c'est une idée de la société immobilière virtuelle Crypto House Capital. Elle est basée à Vilnius, en Lituanie, et elle propose donc à la vente plusieurs dizaines d'appartements de 25 à 80 mètres carrés, moyennant 6 000 à 13 000 $. Des achats qui peuvent se faire en crypto-monnaie, l'Ethereum, mais aussi en dollars. En fait, l'expertise Crypto House Capital, c'est bel et bien de mêler les codes du virtuel et ceux du réel. C'est ce qu'ils font ici. Les logements sont similaires à ceux qu'un promoteur pourrait vous proposer en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Les appartements sont tout simplement disponibles sur plan, en 2D ou en 3D pour que les futurs acheteurs se visualisent leur futur bien. Toujours dans l'optique de mêler virtuel et réel, les appartements numériques sont d'ailleurs les jumeaux d'un ensemble de 2 immeubles bien réels, cette fois actuellement en construction à Vilnius. Et en achetant un appartement virtuel, vous participez automatiquement à une loterie et pouvez décrocher un véritable logement d'une valeur de 100 000 $. Bon, la question que vous vous posez sûrement, c'est quel est l'intérêt d'avoir un appartement dans un monde virtuel du métavers? Eh bien, ces logements privés peuvent être ce que vous voulez, pas forcément votre maison, mais un bureau, un espace de rencontre ou un espace de jeu. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez y inviter d'autres avatars, car oui, ces appartements donnent accès aux plateformes les plus populaires du métavers, comme Decentraland ou The Sandbox. Et surtout, ce gratte-ciel n'est que la première étape dans la création d'une vraie ville du métavers. Des stades, des boutiques, des boîtes de nuit ou encore des galeries devraient suivre pour assurer le divertissement des résidents. Alors, emménager dans un building dans le métavers, ça vous tente? Il faut croire que cela plaît de toute façon à certains, puisque cette première tour résidentielle compte déjà ses premiers propriétaires. Et voilà, Smartech, deuxième jour en 2023, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à Serge Abitboul, membre de l'ARCEP, et à Tariq Krim de codesouverain.fr d'être resté avec moi jusqu'au bout. Merci à vous de nous suivre fidèlement. Et en 2023, les aventures de la tech continuent dans Smartech.